L'exposition unique en son genre qui est présentée au Musée de la civilisation à Québec est censée nous informer sur une réalité qui s'appellerait l'identité de genre. Et pourtant, ce concept n'est jamais vraiment défini dans l'exposition. Alors l'exposition, elle comprend un bon nombre de vidéos avec des témoignages de personnes qui s'identifient comme trans ou comme non-binaires ou comme bispirituels. Dans d'autres vidéos, il y a des discours de militants ou de différents professionnels en sociologie, en travail social, en psychologie, etc. Bon, bref, j'ai écouté toutes les vidéos de l'exposition 2 fois plutôt qu'une, et même 3, en prenant des notes. Et l'exposition comprend aussi un grand nombre d'écriteaux que j'ai tous lus très attentivement plusieurs fois. La notion d'identité de genre n'est vraiment définie nulle part dans l'exposition. Voici un fait notable. La première chose qu'on peut regarder et écouter en entrant dans la salle d'exposition, c'est une vidéo dans laquelle on entend Philly Drouin. Alors, Philly Drouin, c'est une personne militante qui s'identifie comme non-binaire. Et notez que je la désigne comme une personne et j'accorde par conséquent les adjectifs et les pronoms au féminin parce que je les accorde avec le genre grammatical du nom commun personne, de façon à éviter toute impression de commentaire de ma part sur l'identité de Philly Drouin. Bref, ceci étant précisé, voici en quoi consiste la vidéo de cette personne. Elle nous explique qu'il y a 5 dimensions au genre. Ces 5 dimensions sont le sexe assigné à la naissance, le genre assigné à la naissance, l'identité de genre, l'expression de genre et l'attirance sexuelle et romantique. Ensuite, elle définit chacun de ces concepts-là, mais pas celui d'identité de genre. Comme s'il se passait de définition. Alors, je vais probablement revenir plus en détail sur la vidéo de Philly Drouin dans une autre capsule, mais pour continuer avec le flou sur la notion d'identité de genre, j'ai aussi un commentaire à faire sur le guide de l'exposition qu'on peut trouver en ligne. Si vous voulez le consulter vous-même, je vous invite à cliquer sur le lien sous la vidéo à cet effet-là. Alors, dans le guide, l'identité de genre est définie comme l'expérience intime et personnelle de se sentir comme homme, femme, aucun de ces genres, à 2 genres ou à une identité autre, et ce, indépendamment du sexe assigné à la naissance. Le guide spécifie aussi que toutes les personnes ont une identité de genre. En ce qui me concerne, ce n'est pas satisfaisant du tout comme définition. Plutôt que de donner une réponse claire à la question « Qu'est-ce que l'identité de genre ?», ça suscite des questions. Premièrement, qu'est-ce que c'est censé vouloir dire se sentir comme femme? Je suis une femme et je ne le comprends pas du tout. En plus, le guide m'informe que j'ai moi aussi une identité de genre, puisque supposément toutes les personnes en ont une, alors que je ne vois pas du tout ce que c'est censé être. Alors bref, une première visite de l'exposition où j'ai bien pris mon temps, je suis restée 3 bonnes heures au musée, et même un peu plus. Et en plus de la lecture attentive du guide, malgré tout ça, ça me laissait sur mon appétit. Alors, puisque je voulais me faire éclairer sur les 2 points précédemment mentionnés, c'est-à-dire qu'est-ce que l'identité de genre et que signifie se sentir femme, je suis retournée au musée un jour où il y avait des visites guidées. On m'a annoncé au départ que la visite prenait environ 45 minutes, mais elle en a duré à peine 5.
parce que la guide est partie, manifestement incapable de répondre à mes questions. Alors voici en gros ce qui s'est passé. La guide a commencé son exposé en définissant les 5 dimensions du genre nommées précédemment, et elle a défini l'identité de genre simplement comme ceci, c'est comment une personne se sent. C'est pour le moins vague comme définition. Alors je l'ai écouté nommer et définir ces 5 dimensions du genre en prenant des notes, puis je l'ai questionnée. Alors je vous résume l'échange que j'ai eu avec elle. Elle avait parlé de sexe assigné à la naissance, mais le sexe, ce n'est pas quelque chose que l'on assigne. C'est une réalité que les humains ne contrôlent pas. On ne choisit ni son sexe, ni celui des autres. Et on constate simplement le sexe des bébés. En plus, elle avait dit qu'on assigne le sexe en se basant sur les organes génitaux. Alors, d'abord, je lui ai demandé pourquoi est-ce qu'on parle de sexe assigné, puisque vous dites vous-même qu'on se base sur des organes que l'on constate. Elle m'a répondu que c'est parce que ça veut pas dire que le bébé va se sentir enligné avec l'identité qu'on lui attribue selon ces organes-là. Alors j'ai fait remarquer que le ressenti ne change rien à une réalité anatomique observable. Puis j'ai aussi demandé ce qu'est l'identité de genre exactement et ce que signifie se sentir femme. Après tout, j'étais surtout là pour ça. Un fait notable. Elle a mentionné que l'identité de genre, c'est quelque chose qui ne peut pas être perçu de l'extérieur. Ça, je le note parce que selon moi, ça a de l'importance, étant donné que le discours qui nous est présenté dans cette exposition-là, qui est aussi le discours qu'on retrouve chez Philly Drouin et chez beaucoup de militants et de soi-disant experts sur les questions de genre, ce discours-là nous dit qu'on est censé référer aux gens selon leur identité de genre, que c'est censé être le critère prioritaire, que l'identité de genre a plus d'importance que le sexe ou que l'expression de genre. Mais pourquoi est-ce que socialement, collectivement, le critère principal serait justement quelque chose de tellement individuel et personnel que ça ne peut même pas être perçu par les autres d'aucune manière? Dans les échanges interpersonnels, dans les interactions sociales, il faut bien avoir des bases communes, non? En plus, on prétend souvent que le genre est plus important que le sexe quand vient le temps d'identifier quelqu'un. Mais c'est quoi l'utilité de quelque chose qui ne peut pas être perçu par les autres quand il faut identifier quelqu'un? Mais bon, passons à ma question de ce que veut dire se sentir femme. La guide m'a répondu qu'il n'y a pas une réponse à ça parce que ça varie selon chaque personne. Pour moi, ça va être une chose. Pour une autre femme, ça va être autre chose. Alors, ma question suivante a été, mais pourquoi est-ce qu'on utilise le même mot si ça varie selon chaque personne? Le principe d'un mot, c'est qu'il réfère à la même chose pour plusieurs personnes, sinon ce n'est pas un mot. La guide m'a répondu que c'est parce que la société a décidé d'utiliser ce mot-là. À quoi j'ai répondu que oui, la société utilise ce mot-là. Elle l'utilise pour référer à quelque chose de collectivement compris. C'est à ça que servent les mots. Et on s'est aussi obstiné parlant de mots. La guide et moi, on s'est obstiné sur le sens des mots filles, garçons, hommes et femmes. Elle affirmait que mâle et femelle sont des mots qui réfèrent au sexe, mais garçon, fille, homme et femme réfèrent au genre. Et moi, j'ai signalé que ce n'est pas ce que disent les dictionnaires, ni ce que montre l'usage répandu de ces mots-là. Mâle et femelle, ce sont des termes génériques pour référer au sexe, mais ils s'appliquent à toutes les espèces.
pas seulement à l'espèce humaine. Un mâle, ça peut être un bélier, un étalon, un homme, etc. Une femelle, ça peut être une brebis, une jument, une femme, etc. Donc, bref, on peut avoir des termes plus spécifiques pour des espèces en particulier. Et pour l'espèce humaine, eh bien, justement, la femelle, on l'appelle une femme. Et le mâle, on l'appelle un homme. Et pour les plus jeunes, on utilise fille et garçon. Et fait notable, pendant qu'on échangeait, j'ai vu la guide apostropher de la main un homme qui semblait être un employé du musée lui faire signe de rester proche de nous. Bon, alors avec tout ça, j'attendais encore de savoir ce que veut dire se sentir femme. La guide m'a demandé « Qu'est-ce qui fait que vous vous considérez comme une femme, vous? » J'ai répondu « Je ne me considère pas comme une femme, j'en suis une. C'est une réalité indépendante de ce que je considère. » Elle m'a répondu « Mais vous savez que vous êtes une femme parce que vous vous sentez femme. » À quoi j'ai répondu à peu près « Mais non, ce n'est pas quelque chose que je sens, c'est une réalité anatomique, concrète avec laquelle je vis. J'ai vécu la puberté qui va avec ça, avec les douleurs que ça a impliqué. J'ai encore des douleurs physiques une fois par mois et des inconvénients très concrets qui viennent avec le fait objectif d'être une femme. Ce n'est pas un ressenti, c'est une réalité concrète. Alors là, l'échange n'a pas pu se poursuivre parce que la guide est devenue émotive et elle s'est éloignée accompagnée de l'autre employé qu'elle avait sollicité. J'ai attendu un quart d'heure en m'attendant à ce qu'elle revienne quelques minutes plus tard, mais au bout d'un quart d'heure, je suis allée demander au kiosque d'information si elle allait revenir et on m'a répondu que non, qu'elle s'était sentie mal, donc que la visite guidée ne continuerait pas. Alors non seulement la visite guidée a été interrompue, quant à moi avec un certain manque de professionnalisme, mais on ne s'est même pas donné la peine de venir m'informer qu'elle ne serait pas poursuivie. C'est moi qui ai dû aller chercher l'information. Alors, je m'en suis plainte. Et la dame au kiosque d'information m'a offert de parler à la régisseure du musée. J'ai dit que oui, je voulais lui parler. Alors, je lui ai exposé la situation et la régisseure m'a informé que les guides ont pour directive de se retirer s'ils sont mal à l'aise. Alors ça, c'est spécial comme directive. Est-ce qu'ils s'attendent à recevoir des questions ou des commentaires malaisants? Et si oui, est-ce que les guides ne devraient pas être préparés à ça? En plus, les questions que j'ai posées étaient prévisibles, étant donné le discours présenté dans cette exposition-là. On nous parle d'identité de genre et de se sentir femme. C'est à prévoir que des visiteurs vont demander ce que c'est l'identité de genre et ce que veut dire se sentir femme. C'est aussi à prévoir que si on dit à une femme qu'elle sait qu'elle est une femme parce qu'elle le ressent, elle réponde un peu comme j'ai répondu. La réalité anatomique dont j'ai parlé, elle est réelle et elle ne relève pas seulement du ressenti. Les autres femmes le savent aussi bien que moi. Alors j'insiste, les guides pour cette exposition-là, ils devraient être préparés à ça. Et cette expérience-là que j'ai faite dernièrement, elle s'ajoute à beaucoup d'autres que j'ai eues depuis plusieurs années. Ça fait longtemps que je m'intéresse aux discours qui promeuvent la notion d'identité de genre. Et après avoir patiemment posé la question à un nombre incalculable de personnes et avoir lu attentivement un nombre incalculable de documents, personne n'a encore été en mesure de donner une définition satisfaisante de l'identité de genre, encore moins de prouver l'affirmation que tout le monde en a une, ou que moi j'en ai une. Et surtout que ils disent que l'identité de genre de quelqu'un est accessible seulement à ce quelqu'un-là. Mais pourtant,
on me dit, oui, tu as une identité de genre, toi aussi, même si j'affirme que je n'en ai pas. Alors, évidemment, vous constatez que je n'accepte pas, je n'endosse pas le discours sur l'identité de genre, mais même si on l'acceptait, en fonction de ce discours-là, si j'avais une identité de genre, c'est moi qui le saurais, non? Et personne non plus ne m'a jamais apporté de réponse valable quant à savoir ce que veut dire se sentir femme. Les réponses que je reçois, c'est souvent comme celle de la guide, c'est-à-dire dire que ça varie selon chaque personne, ou sinon on parle d'une série de stéréotypes ou de normes de féminité auxquelles quelqu'un peut se conformer. Alors là, même en endossant les stéréotypes de la féminité, ça, ce serait agir comme une femme et non pas se sentir femme. Et bon, de dire que ça varie selon chaque personne. J'ai expliqué plus tôt dans la capsule pourquoi le sens d'un mot ne peut pas varier selon chaque personne. Ce ne serait plus un mot. Et dites-vous que s'il y a des choses pour les femmes, comme des vestiaires pour femmes, des sports pour femmes, des salles de sport, des salles d'entraînement destinées aux femmes, des soins de santé pour femmes, etc., c'est probablement parce qu'il y a des choses communes aux femmes qui doivent orienter la façon d'agir quand on est une femme, ainsi que la façon d'agir avec les femmes quand on a affaire à elles. En fait, qu'est-ce que ça pourrait être, admettons, des soins de santé pour femmes si le mot femme ne réfère à rien de précis, à rien de commun? Est-ce qu'on ne serait pas aussi bien de dire des soins de santé tout court? Si on spécifie des soins de santé pour femmes, c'est parce que le mot femme réfère à une réalité concrète qui a des implications en ce qui concerne les besoins en santé. Et la même chose pour le sport, pour bien d'autres choses. Il y a des sports féminins parce que faire du sport quand on est une femme a des implications un peu différentes de celles qu'elles peuvent avoir quand on est un homme. Alors, je vais conclure comme ça, justement. Le sexe, ce n'est pas seulement les organes génitaux. C'est une réalité anatomique concrète qui a beaucoup d'importance parce que le dimorphisme sexuel s'étend à tout le corps dans l'espèce humaine. On a des mots pour distinguer les humains selon leur sexe, et la majorité des humains accordent de l'importance à leur sexe. Pas parce qu'on vit dans un système patriarcal et cis-hétéronormatif, mais parce que le sexe de quelqu'un a des implications sur sa puberté, sur ses besoins en hygiène, sur sa façon de vivre sa sexualité, sur la façon dont il fait pipi, etc. Le sexe a beaucoup d'implications concrètes et c'est pour ça qu'on a des mots pour en parler. Ces mots-là ne devraient pas être détournés de leur sens. Il y a d'autres réalités importantes que le sexe dans la vie humaine et dans l'identité d'un humain, dites-vous? Bien sûr. Si vous voulez en parler, utilisez d'autres mots. Si le genre est vraiment une réalité, proposez d'autres mots pour en parler. Ne détournez pas de leur sens ceux qui servent à parler du sexe.